Andolvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous proposer son podcast. « 27e épisode. Nous recevons Stéphane Bortsmayer, spécialiste des réseaux informatiques et pionnier du web en France, pour explorer ce que peuvent recouvrir les appels à la souveraineté numérique. Actualité oblige, on commence par évoquer la demande de l'Ukraine de sanctions sur les DNS russes et l'importance de la neutralité du net. Employé avec des acceptions éloignées et souvent de manière floue, le concept de souveraineté numérique recouvre bien des propositions. Elles vont d'une mainmise plus importante des États sur les usages d'Internet par leur population, à la nécessité de robustesse des services numériques et de leurs infrastructures, en passant par une volonté de déprise des asymétries qu'imposent ou tentent d'imposer certaines plateformes privées, tout comme des opérateurs publics. Les quelques expériences françaises et ou européennes en la matière montrent, s'il fallait encore le rappeler, que la compétence ne saurait être remplacée par le volontarisme. Stéphane Bortsmayer, bonjour. Bonjour. Tu es spécialiste des réseaux informatiques, un pionnier en fait dans beaucoup d'aspects de ce qui aujourd'hui nous paraît évident. Et à ce titre, et à d'autres titres, tu es particulièrement sensible à des questions comme celle de la neutralité du net. Oui, parce que la neutralité, c'est pas juste quelque chose en plus qui est sympa, c'est l'essence même de ce qui fait Internet. Tous les autres réseaux qui avaient été bâtis avant étaient plus ou moins spécialisés, réservés à certains usages, conçus parfois exclusivement pour certains usages. Et le succès de l'Internet, c'est en grande partie son caractère très généraliste. Il sert à tout le monde et à tout. Et ça nécessite la neutralité pour que ça fonctionne. Et tu as aussi beaucoup œuvré, tu as été beaucoup aussi engagé pour la promotion du chiffrement dans les échanges numériques. Oui, puisque l'internet, ça connecte des tas de gens passant par des tas de réseaux. On ne sait pas exactement qui ou par où. Donc le modèle de sécurité de base de l'internet, c'est qu'on peut pas faire confiance au réseau, notamment face au risque d'écoute. Donc il faut chiffrer systématiquement. C'était évident depuis pas mal d'années, mais depuis les révélations de Snowden, c'est encore plus indispensable. Et les DNS sont question d'actualité avec l'occupation de l'Ukraine en ce moment. Certains ont demandé à agir sur les DNS russes. Oui, le gouvernement ukrainien a demandé la suppression des domaines de premier niveau russes, .ru, .su et le .ru en cyrillique. Alors, je ne vais pas critiquer le gouvernement ukrainien parce que je me doute bien que dans la situation qu'ils vivent, ils font feu de tout bois et ils essayent tout ce qui est possible pour augmenter leurs chances. Mais nous qui ne sommes pas sous les bombes, on peut un peu plus réfléchir et dire que ça serait une mauvaise idée parce que actuellement, l'Internet ne tient que parce que tout le monde a intérêt à ce qu'ils tiennent ensemble. Si, par exemple, on supprimait .ru de la racine, évidemment, les Russes créeraient une autre racine, mais surtout, ils seraient sans doute rejoints par d'autres pays qui sont pas forcément satisfaits de la gestion actuelle, qui l'acceptent, qui supportent parce que ça va, c'est quand même raisonnable, mais qui pourraient partir autrement. Donc, par-delà le cas particulier du .ru, euh, adopter cette mesure mènerait à une sérieuse disruption de l'Internet dans son ensemble, qui cesserait d'être un réseau commun et qui deviendrait une juxtaposition de réseaux complètement différents et qui ne communiquent pas forcément. Oui, avec aussi le souci, et tu l'as déjà exprimé dans certains de tes papiers, qui est que des petits opérateurs DNS pourraient, ou des opérateurs de DNS alternatifs pourraient aussi poser problème, un problème de confiance en fait. De confiance et puis surtout l'internet, ce qui fait le charme de l'internet et son efficacité, c'est le fait qu'il n'a pas de chef que chacun peut gérer de son côté, mais a intérêt à ce que ça marche. En même temps, c'est quand même souvent une remarque qu'on se fait que l'internet c'est quand même parfois le bordel, que c'est justement du fait qu'il n'y a pas de direction unique. Euh, Mettre en cause un TLD, un domaine de premier niveau, serait aggraver ce bordel puisque ça mènera à
pas une racine alternative, mais plusieurs. Il y aura des choses qui marcheront à certains endroits et pas d'autres. C'est déjà le cas. L'Internet, ça n'a jamais été un jardin de roses, mais ça aggraverait encore les problèmes de l'Internet. Oui, non, je sais bien qu'un tel discours n'est pas forcément très audible en temps de guerre, parce qu'en temps de guerre, évidemment, vouloir maintenir la communication, c'est pas toujours la priorité, mais c'est important pour la suite et ce qui se passera après, qu'on garde le maximum de liens et le maximum de possibilités d'avoir une communication. Par exemple, en Russie, les gens sont exposés à une propagande grossière, un matraquage très grossier du gouvernement. C'est important qu'il y ait toujours des connexions Internet qui permettent aux Russes d'au moins avoir accès à d'autres informations possibles. Et ça nous amène en fait à la question pour laquelle tu interviens dans ce podcast, qui est celle de la souveraineté numérique, hein. Puisque ici on voit que des États demandent ou appellent à partager, découper en fait cet Internet qui jusqu'ici est considéré comme un réseau unique, de façon plus ou moins réussie, hein. Il y a quand même des limites ou des tentatives de faire des internets un peu ou un peu segmentés dans certains pays. Et au final, c'est une question qui percole depuis 20 ans. Mais c'est quoi en fait? De quoi on parle quand on parle de cette souveraineté? Comme beaucoup de débats en politique, c'est très confus. Les mêmes mots ne veulent pas dire la même chose selon l'interlocuteur, ça part dans tous les sens, les gens utilisent des termes sans les définir précisément, donc ça va être difficile de répondre. En plus, souveraineté, a priori, tout le monde est pour, et l'inconvénient des mots que tout le monde est pour, c'est que tout le monde les utilise à tort et à travers et finissent par perdre leur sens. C'est malheureusement souvent le cas de mots comme paix, démocratie, liberté ou souveraineté. Euh, donc, effectivement, c'est important de définir exactement qu'est-ce qu'on veut exactement. Euh, le, le fait qu'il y ait des États avec des lois différentes existe sur Internet comme ailleurs. Il y a un discours convenu qui est porté par un certain nombre de politiciens, comme quoi l'Internet serait une zone de non-droit, qu'il faudrait pouvoir y appliquer les lois. C'est un mensonge pur et simple. Les lois se sont toujours appliquées, peut-être pas sur l'Internet lui-même, mais en tout cas sur les gens qui y sont. Donc si par exemple, imaginons que dans le cadre de ce podcast, je dise quelque chose d'illégal, par exemple des insultes racistes, ça serait illégal et je pourrais être puni et ce genre de choses, indépendamment du fait que ça soit sur Internet ou ailleurs. Donc l'application des lois n'est pas vraiment le problème. C'est déjà le cas et ça s'applique déjà. Les organismes, par exemple, qui travaillent sur Internet, soit des entreprises privées ou des associations ou ce qu'on veut, sont déjà soumises aux lois de leur pays pour le meilleur ou pour le pire. Donc, quand certains gouvernements disent qu'il faudrait réformer l'Internet pour qu'on puisse appliquer les lois locales, on peut déjà. C'est pas, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Par contre, derrière le discours sur la souveraineté, effectivement, il y a souvent l'idée que on voudrait contrôler plus étroitement la communication. L'Internet, au début, était bâti sur l'idée que n'importe quelle machine pouvait parler directement à n'importe quelle autre. Il y a déjà longtemps que c'est plus le cas, pour différentes raisons, les pare-feux, les systèmes de traduction d'adresses. Donc, on a déjà perdu un peu ce côté-là. Mais il y a des gouvernements qui voudraient aller plus loin et qui voudraient contrôler plus strictement ce qui passe. Donc, ils voudraient, par exemple, empêcher les citoyens russes de regarder les médias européens ou le contraire, puisque le contraire, malheureusement, est aussi demandé. Donc là, ce genre de choses, les gouvernements peuvent déjà le faire. Quand les gouvernements russes ou chinois prétendent qu'il faudrait réformer l'Internet pour qu'ils puissent appliquer leur censure locale, là aussi ils mentent, puisqu'ils n'ont pas attendu des réformes quelles qu'elles soient pour le faire. Il y a déjà en Chine, il y a tout un système de censure très complexe. En Iran, un autre qui est différent techniquement, mais il y en a un aussi. Les pays européens ne sont pas les derniers. Enfin, ils sont
premiers à se plaindre de la censure chez les autres et de la fragmentation de l'Internet, mais ils la pratiquent aussi. Par exemple, le site d'information scientifique Sci-Hub est censuré dans un grand nombre de pays européens, et aussi Oui, des sites qui dont diffusent, en France, hein. En dont la France, France. Ouais, où les principaux fournisseurs d'accès à Internet doivent ne pas permettre d'y accéder. tout à fait. Donc les gouvernements, dans la structure de l'Internet telle qu'il est actuellement, les gouvernements qui veulent, pour le meilleur ou pour le pire, imposer des lois locales, peuvent déjà. Ce que voudraient certains gouvernements après, c'est qu'ils demandent encore plus de facilité pour ça, et puis surtout, ils demandent une reconnaissance, ils demandent que ça soit admis, que ça soit la façon normale de travailler. Et là, c'est là où on rentre dans un peu plus les problèmes de ce que peut être la souveraineté, qui en général, quand c'est les gouvernements qui parlent de souveraineté, ça veut dire, bon, il y a plusieurs choses que ça veut dire. Une des choses que ça veut dire, c'est plus de contrôle sur leur propre population. Et ce contrôle, en fait, euh, il serait fait, il serait remis par rapport à une perte de contrôle vis-à-vis d'autres États, donc finalement une question de rivalité de souveraineté assez classique, on va dire, ou peut-être de souveraineté vis-à-vis d'acteurs privés, puisque l'Internet est aussi énormément basé sur des acteurs privés. Donc finalement, est-ce que cette volonté de re-souverainiser un Internet, par exemple français, hein, entre autres, ça serait pour ne plus dépendre des acteurs américains ou moins dépendre des Américains, diminuer un peu la symétrie. Et dans ce cas-là, ça serait moins dépendre d'eux d'un point de vue matériel, du point de vue du software, des normes, des standards, des flux de données. Il y a beaucoup de choses. Et effectivement, souveraineté peut désigner beaucoup de choses. Ça peut être la volonté donc du gouvernement russe de censurer l'accès aux informations extérieures, ou ça peut être la volonté d'un gouvernement d'être moins dépendant d'un pays étranger. Et souvent, la frontière est mince et souvent c'est pas présenté de la même façon selon qu'on le fait soi ou que ce soit les autres qui le font. Par exemple, le régulateur russe des communications a rappelé il y a quelques jours que les sites web officiels russes devaient être hébergés en Russie. Les États-Unis font exactement la même chose et demandent exactement la même chose de leur propre site officiel. On n'imagine pas un ministère aux États-Unis mettre des sites officiels dans un autre pays. Mais là, c'est jugé comme normal, alors que quand c'est la Russie qui le fait, on juge ça intolérable. Donc il y a une grande confusion dans les débats. Alors, il y a effectivement plusieurs aspects qui peuvent être vus sous cet angle de souveraineté. Il y a effectivement la dépendance vis-à-vis des services. Le fait que, par exemple, beaucoup de gens communiquent uniquement via Facebook, via Gmail, euh, la dépendance ou que quand on met des vidéos, on les met sur YouTube. Donc, dans ce cas-là, il y a effectivement une perte de souveraineté parce que, évidemment, YouTube privilégiera toujours les lois de son propre pays sur celles des autres. Ça peut concerner aussi la protection des données personnelles, le cas échéant. Alors, pas tant que ça, hein, puisque par exemple le RGPD prévoit explicitement qu'il s'applique mondialement, du moment qu'on traite des données de résidents européens. Donc que les données de Facebook soient stockées à Paris, à Dublin ou aux États-Unis ne change rien par rapport au RGPD. Au RGPD. Bon, en théorie. En pratique, évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais il y a normalement pas de problème de ce côté-là. Il peut y avoir aussi la dépendance vis-à-vis des logiciels. C'est sûr que quand la plupart des logiciels utilisés sont développés à l'extérieur, bah, ça peut être un problème pour un pays, mais ça, c'est à prendre avec prudence quand même, parce que il faut se demander si le logiciel était développé dans un autre pays, en quoi serait-il différent. J'utilise VLC pour regarder des vidéos, c'est développé en France. S'il était développé aux États-Unis, qu'est-ce qu'il y aurait de différent? Peut-être rien, peut-être pas. Euh, Ça peut être compliqué parce que le seul fait d'être développé en tel ou tel pays suffit pas à, à déterminer l'intérêt d'un logiciel. Il y a aussi qu'est-ce que fait le logiciel en question. Donc si par exemple, là j'utilise Chromium, un navigateur de Google développé aux États-Unis, si en France on développait un navigateur, tâche colossale. Je ne propose pas de le faire, mais si on le faisait, en quoi serait-il différent? Faire un navigateur français pour le plaisir qu'il soit français n'a pas forcément un intérêt. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres aspects derrière la souveraineté, puisqu'on parlait des domaines de premier niveau tout à l'heure, un aspect qui a fait pas mal de bruit
et à mon avis à juste titre, c'était le fait d'avoir des domaines de premier niveau dans une autre écriture que l'alphabet latin. C'était un truc sur lequel les Chinois étaient très déterminés. Et là, à mon avis, tout à fait à juste titre, ils voulaient avoir .cn en caractère, en sinogramme, Mhm. chose sur laquelle ils ont beaucoup insisté. Et c'est vrai que là, la façon dont étaient créés les domaines de premier niveau avec le passage obligatoire par le gouvernement des États-Unis, c'était pas satisfaisant, indépendamment des relations entre les États-Unis et la Chine. Il y a le fait que les anglophones typiquement, ne voient pas l'intérêt des écritures autres que l'alphabet latin, et en général, entre eux, ils en rigolent, ils trouvent ça bête, ils voient ça. Donc là, il y a un aspect souveraineté aussi qui s'applique. Donc il y a beaucoup d'aspects différents dans la souveraineté. Moi, j'aurais tendance à dire que quand on parle de souveraineté tout court, quand on fait des grands discours là-dessus, comme l'a fait aujourd'hui Valérie Pécresse au Cirque Bouglione, à la présentation des programmes numériques des candidats, quand elle a dit que l'enjeu principal c'était la souveraineté, dit comme ça n'a aucun intérêt. C'est Mhm. trop général, c'est trop Oui, vide. C'est comme si on disait l'enjeu aujourd'hui c'est la liberté. Oui, bien sûr, je suis oui. pour la liberté, tout le monde est pour. Mais Mais en quand on pratique, commence à qu'est-ce que rentrer ça dans veut les dire? détails et à Mhm. voir ce que ça veut dire, là, il y a moins de consensus. Donc plutôt que de dire souveraineté, 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 il serait plus intéressant d'étudier ponctuellement les différents problèmes et de voir sur chaque problème qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer. Je dis qu'un des problèmes, par exemple, c'était effectivement l'utilisation d'écriture autre que l'alphabet latin. Bon, ça c'est un problème concret sur lequel, en pratique, ça a marché d'ailleurs. Maintenant, on a des noms de domaine en caractère non latin et ça marche. Et les, cris d'orfraie qu'avaient poussé les anglophones, disant que ça allait être la catastrophe, la fragmentation, la destruction, qu'on allait tous mourir, paraissent bien ridicules aujourd'hui. Donc, il faut faire ça pour les autres sujets, bien déterminer exactement quel est le problème, qu'est-ce qu'on essaye de résoudre, et que la souveraineté est un but intéressant en soi, mais ça ne suffit pas. Pour prendre l'exemple de la dépendance au logiciel, quand il y avait eu les débuts de l'application Tous Anti-Covid, pas mal de politiques en France avaient reproché à Apple et à Google de ne pas permettre à cette application d'utiliser la diffusion Bluetooth, qui était limitée par défaut pour des raisons de sécurité. Bluetooth, c'est une passoire terrible, Ouais, parce qu'il ouais. suffit d'être proche de la personne pour éventuellement rentrer en communication avec son appareil. Donc iOS et Android, tous les deux, restreignaient les possibilités. Il y a eu des demandes au nom de la souveraineté de tout autoriser, de passer en open bar, qui étaient absurdes. C'est vrai que c'est pas satisfaisant que ce soit Apple et Google qui décident de la bonne sécurité, mais ça serait pas non plus satisfaisant si c'était le gouvernement français qui disait ah moi je m'en fiche, je veux faire ce que Oui. je veux pas tenir compte des problèmes concrets de sécurité. Ça serait pas non plus une bonne chose, même si c'est présenté sous l'étiquette souveraineté. Et pour prendre un cas, du coup, très pratique, très concret, d'application de la souveraineté, à l'Assemblée nationale, en 2016, il y a eu tout un débat pour, l'avènement d'un système d'exploitation souverain, qui a fait un petit peu parler de lui et qui, en tout cas, si mes souvenirs sont bons, justement n'explicitait pas du tout ce qu'ils entendaient par souveraineté, alors et qui demandait donc à ce qu'il existe un système d'exploitation peut-être français, mais il en existe déjà. On en a eu avec GNU Linux, on a eu Mandriva. Par exemple, ou l'ANSI a développé ClipOS, donc il y en a déjà. Est-ce que mais du coup, c'était parce qu'ils n'étaient pas satisfaisants ou tout simplement parce qu'ils n'avaient pas regardé? Alors c'est vrai que toute cette histoire d'OS souverain cumulait à peu près tous les problèmes du débat politique sur le numérique en France. Des politiciens ignorants qui racontent n'importe quoi, et pas ignorants parce qu'ils sont pas experts, c'est normal qu'un député soit pas expert dans toutes les questions qu'il va avoir à traiter à l'Assemblée. C'est plus grave quand il s'exprime bruyamment, publiquement, sur un sujet sans avoir fait le moindre effort d'information avant. Euh, donc on avait donc ce problème d'ignorance du sujet, la connaissance et la compétence remplacées par un volontarisme ridicule, genre on peut le faire, c'est une question de volonté. Volontarisme d'autant plus gênant qu'il était très limité. Hein. L'OS souverain, c'est fini, on n'en parle plus. C'était Mhm. vraiment un truc politicien pour faire parler de soi à la télé pendant quelques jours
et après c'était complètement oublié et plus personne n'en parle. Donc c'était vraiment du temps perdu, de l'agitation médiatique sans intérêt. Euh, c'est malheureusement souvent le cas des débats sur le numérique. Au moins ça n'a pas coûté trop cher, parce que d'autres projets tout aussi mal conçus et mal engagés ont coûté beaucoup d'argent avant d'être abandonnés. Au moins l'OS souverain n'a fait que perdre du temps. Mais effectivement, un des problèmes qu'il y avait sur ce projet d'OS souverain, c'était de ne pas définir exactement, alors déjà de ne pas définir exactement qu'est-ce qu'on voulait comme OS. Tu as cité Mandriva. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un système d'exploitation? Oui, enfin pour moi oui, Ouais. clairement. Enfin, c'était pas forcément ça qu'avaient en tête les gens qui l'avaient promu. Et est-ce que Mandriva est souverain français? C'est du logiciel libre, donc c'est très bien. Ouais. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de l'utiliser. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut quand on veut un système souverain? J'utilise sur mon PC en ce moment, c'est un Ubuntu. C'est pas conçu en France, mais c'est plus souverain que ne le serait un système d'exploitation fermé, conçu par Thales, on ne sait pas ce qu'il y a dedans et ce qu'il Mhm. fait. Et donc un système souverain, est-ce qu'il va être, par exemple, est-ce qu'il va inclure le blocage de Sci-Hub? Est-ce qu'il va inclure le blocage des sites de propagande russe comme RT à Oui. la demande? Est-ce Ou le contrôle que parental, puisque est-ce- c'est aussi ou le une. contrôle parental? Oui, tout à fait. Euh, est-ce qu'il va, alors on peut penser que s'il est souverain, il va pas envoyer des données à la NSA, mais il en enverra peut-être à d'autres. Donc faut creuser un peu le cahier des charges. À l'époque, quand on me demandait qu'est-ce que je pensais de l'OS souverain, je disais à chaque fois, je veux voir le cahier des charges. Et le cahier des charges, c'est pas un discours de 5 minutes à l'Assemblée. C'est Mhm. un texte écrit décrivant exactement qu'est-ce qu'on va faire et se méfiant des grands mots du genre ça va être souverain, on va être indépendant. Parce qu'il y a un autre gros problème aussi derrière la notion de souveraineté, c'est la souveraineté de qui? En théorie, dans un État de droit démocratique et tout ça, souveraineté du peuple, le gouvernement, ça c'est pareil. En théorie. La Mhm. pratique, c'est plus compliqué que ça, et il peut y avoir des intérêts de l'État ou de certaines parties de l'État qui ne sont pas celles des citoyens. Par exemple, un OS souverain pourrait être aussi un OS qui inclut des fonctions de surveillance en regardant ce qu'on fait, en bloquant certaines choses, en envoyant des informations à quelqu'un d'autre, ou bien ça pourrait être un OS complètement au service de son utilisateur et qui ne fait que ce qui est dans l'intérêt de son utilisateur, ce qui soulève d'autres problèmes. Mais le point important, c'est que la souveraineté, on fait toujours semblant comme si tout le monde en France était d'accord et tout le monde avait les mêmes intérêts. Et c'est pas forcément le cas. Mes demandes en informatique sont plus satisfaites par un système comme Ubuntu qui n'est pas développé en France que par certains systèmes qu'on pourrait Effectivement, développer en France. qui est pas entièrement développé en France, puisqu'il y a aussi des contributeurs français, Oui, tout à fait. beaucoup. En plus, pour le logiciel libre, pour la plupart des gros projets de logiciel libre, la nationalité est très floue. Quand j'ai dit que VLC était français, oui, il a été créé en France et l'origine vient de France. Enfin, il a des contributions de plein de gens un peu partout. Et comme c'est du logiciel libre, tout le monde peut regarder ce qu'il y a dedans et vérifier qu'il n'y a pas eu dedans de trucs spécifiquement français qui n'intéressent que les Français. Et inversement, pour Ubuntu, il y a des contributions de plein de gens. Donc la nationalité d'un logiciel est difficile à déterminer. Autant c'est clair que Android ou iOS sont complètement contrôlés par des boîtes états-uniennes qui verrouillent complètement, qui font tout et au service de leur gouvernement. Donc là, on peut parler de la nationalité d'un logiciel. Autant pour du logiciel libre, c'est moins évident. Et ce qui est important pour moi, c'est pas tellement sa nationalité, c'est ce que fait le logiciel en question. Mmh. Un des arguments, que je vois beaucoup avancer, pour la question pour, soutenir cette idée de souveraineté, c'est l'idée de la continuité du service. Disant, voilà, s'il se passe le moindre incident, par exemple diplomatique et cetera, le fait d'être en opposition, de ne plus être, solidaire entre les États qui composent, enfin entre les nations qui s'unissent dans internet, tout d'un coup, si elles se séparent, bah, si on n'a pas les points centraux, finalement, on perd la continuité du service et donc, finalement, ce que tu soulignes bien, c'est quelle est l'échelle pertinente de cette continuité de service? Est-ce que c'est celle de l'État? Donc l'État doit assurer cette continuité, et donc se donner les moyens, matériels, logiciels et cetera de le faire? Ou est-ce que c'est au contraire peut-être on va dire, une des idéologies de départ de l'internet,
que les utilisateurs puissent opérer dans un réseau décentralisé. Euh, C'est un cas compliqué là, parce que l'Internet n'est pas totalement pair à pair. Il y a des services dont on a besoin et les noms de domaine en sont un exemple typique. Et ou l'attribution des adresses IP, qui a également fait l'objet d'un débat suite à l'agression russe contre l'Ukraine. Donc le problème n'est pas simple. J'aurais tendance à dire que alors, l'objectif de robustesse est une bonne idée. Aujourd'hui, où tant de nos activités dépendent de l'Internet, c'est vraiment important que l'Internet fonctionne tout le temps, qu'il n'y ait pas de panne. Pas de panne globale. Des pannes locales, il y en a tout le temps. Un sous-traitant de Orange passe chez moi au sous-sol et débranche ma fibre. Ça arrive tout le temps, ce genre de problème. Mais globalement, l'Internet fonctionne toujours. Donc ça, c'est important qu'il n'y ait pas de coupure globale de l'Internet. Ça peut être de la responsabilité de l'État de faire en sorte que les moyens soient mis en œuvre. Alors en France, on est assez favorisé. Hein. On a tout ce qu'il faut, on a plein de connexions dans tous les sens. Il serait extrêmement difficile de couper complètement l'Internet français. Beaucoup d'autres pays sont beaucoup moins favorisés. Par exemple, ils n'ont qu'une seule liaison à l'extérieur qui peut donc être en panne. Ils ont souvent zéro service à l'intérieur. Donc, par exemple, les serveurs, le DNS repose en bonne partie sur les serveurs dits racines, qui sont plusieurs centaines répartis dans le monde, mais certains pays n'en ont pas du tout, si bien que le pays ne pourrait pas si en cas de coupure de la liaison extérieure, les gens à l'intérieur du pays ne pourraient même pas se parler entre eux, puisqu'ils ne pourraient pas joindre un serveur racine. Donc ça, c'est des problèmes qui peuvent être du ressort de l'État, qui peut être intéressant pour l'État de traiter. Après, c'est toujours la frontière entre ça et davantage de contrôle étatique est toujours très mince. Par exemple, il y a un terme qui revient souvent dans les discussions de souveraineté, c'est celui de routage Schengen, c'est-à-dire faire en sorte que le trafic local reste local, à la fois pour des raisons de performance, de coût, puisque les liaisons internationales pour beaucoup de pays sont très chères, et pour diminuer les risques d'espionnage par un pays extérieur. Mais en même temps, le routage Schengen peut être aussi un moyen de contrôler le trafic et de s'assurer que certes, personne ne peut couper le pays, mais que le gouvernement, lui, le peut. Et souvent, les pays qui réclament le plus ce genre d'isolation, c'est justement ceux qui voudraient plus contrôler leur population. Donc la bonne solution, c'est ça, d'avoir plein de ressources locales, mais d'avoir d'autres possibilités. Que par exemple, il y ait des connexions internes au pays pour faire une sorte de routage local, donc une sorte de routage Schengen, que le trafic local reste local, c'est une excellente idée, à condition qu'il n'y ait pas que ça, que les opérateurs puissent également avoir des liaisons avec l'extérieur, à la fois pour la robustesse, au cas où l'interconnexion nationale ne marche plus, et pour limiter les risques de contrôle. Donc là encore, on ne peut pas parler dans les généralités, genre est-ce que vous êtes pour le routage Schengen ou contre. Je dirais ça dépend. Il faut vraiment regarder les détails, et c'est vraiment les détails qui nous diront si ça a vraiment pour but d'améliorer la robustesse, la sécurité, la vie privée, ou si ça a pour but d'améliorer le contrôle. Est-ce que ça pourrait également être une volonté de reprise en main par les États d'une infrastructure qu'ils ont jusqu'ici beaucoup délégué à du privé ou à du semi-privé, sans doute pour le faire à moindre coût ou prendre moins de risques, en tout cas au début, on va dire, d'Internet. Avec l'ICANN, par exemple. Il y a aussi des tendances idéologiques, que le même en France, par exemple, l'État qui ne jurait que par des monopoles contrôlés par l'État il y a 50 ans, maintenant ne jure que par du privé partout et on ne fait plus rien au niveau de l'État et on supprime tous les postes, tous les services publics et on confie tout au privé. Donc il y a aussi, ça s'inscrit aussi dans ce genre de débat politique dans le bon sens du terme, que je ne vais pas traiter ici, mais c'est vrai que un des problèmes de l'Internet, c'est qu'il manque d'espace public. Aussi bien les câbles physiques que les espaces où on discute, les réseaux sociaux par exemple, sont presque tous privés et on n'a pas ce qu'on a dans le monde physique, c'est-à-dire des espaces
public physique. Ça a des tas de conséquences pratiques. Par exemple, si je veux faire connaître mes idées politiques, je peux distribuer un tract dans la rue. Mhm. En France, c'est un pays libre, on a le droit. Si je fais ça, non pas à un marché, mais dans un centre commercial, le centre commercial est un espace privé, et là, les vigiles peuvent m'éjecter. Eh bien, l'Internet, c'est que des centres commerciaux privés. Et ça, c'est un gros problème. D'un autre côté, mettre des espaces publics serait une bonne idée, à condition qu'ils soient plus libres que les privés. Or, la tendance de beaucoup de gouvernements, et pas seulement les Russes et les Chinois, c'est qu'ils voudraient des espaces publics, mais contrôlés par eux. Et pour y appliquer leurs règles. Il suffit de voir, par exemple, les lois concernant Internet en France depuis 30 ans. C'est très rare qu'il y ait eu des lois d'élargissement des libertés. C'était quasiment toujours l'inverse. Donc ça fait que, d'une manière générale, personnellement, je suis très pour les services publics, les espaces publics, et les, euh, les choses nationales qui appartiennent à tout le monde, qui appartiennent à la collectivité. Ça, c'est les principes. Mais enfin, en pratique, ça dépend de comment ça va être géré, de quelles vont être les règles. Mhm. Dans le monde physique, les espaces publics sont plus libres que les espaces privés, comme dans la comparaison que je faisais entre un marché contre un centre commercial. Dans l'Internet, pour l'instant, c'est un paradoxe, mais c'est quand même assez agaçant, c'est qu'on est souvent plus libre dans les espaces privés que dans ceux du public, ce qui n'est pas normal. Est-ce qu'on associe souvent l'affaire Snowden, et tu l'as un peu évoqué, à une forme de bascule dans les discours autour de cette souveraineté numérique comme un moment de révélation, de prise de conscience. C'est un avis que tu partages, hein? Bah, tous les experts savaient tout ça depuis longtemps. Encore que même les plus paranoïaques des experts ne pensaient pas que c'était à ce point. Euh, les gens qui disaient, avant Snowden, les gens qui racontaient ce qu'on sait depuis les révélations Snowden, étaient ceux qui étaient le plus côté paranoïa extrême. Mhm. Donc c'est vrai que les révélations Snowden ont été utiles de ce point de vue-là, mais leur principale utilité, c'est pas que d'apprendre des choses aux experts, ceux-là savaient déjà tous depuis longtemps que la NSA espionnait massivement. C'est dans son cahier des charges de toute façon. Les services d'espionnage l'espionnent, c'est pas vraiment une surprise. L'intérêt des révélations Snowden, c'est de faire passer cette connaissance de les experts en sécurité, tous un peu paranoïaques par profession, vers un public beaucoup plus large. C'est-à-dire que quand on disait, par exemple, il faut chiffrer parce qu'on ne sait jamais qui peut nous écouter, avant Snowden, c'était vu comme, limite, on va mettre un chapeau en aluminium pour se protéger des extraterrestres. Alors qu'après, c'est devenu mainstream et tout le monde répète Oui, la même chose. il y avait des idées de mettre plein de mots-clés dans les emails, comme quoi l'échelon allait exploser parce que il y aurait eu un trop grand nombre de requêtes. C'était pas forcément une idée idiote. Le problème, c'est que c'est très difficile de se défendre contre un adversaire dont on ne connaît pas exactement les capacités. Donc, Un des autres points qui, moi, m'interroge, c'est peut-être plus, dans ce cas-là, on va dire, local, en termes de gouvernementalité locale. C'est est-ce que ce besoin très fort de continuité, de robustesse, ne viendrait pas, en fait, aussi du passage progressif au tout numérique pour tout ce qui concerne les activités, les relations de l'État avec ses administrés? Et, et du coup, c'est une reprise en main en fait progressive de point par point parce que finalement l'État ou en tout cas les gouvernements successifs veulent avoir une administration, on va dire 100% numérique. alors, oui, aujourd'hui, en fait, la robustesse est un enjeu essentiel parce que sans Internet, on est vraiment mal. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, même des choses assez élémentaires. Acheter un billet de train, par exemple, Payer ses impôts. et oui, est quasi impossible, voire complètement impossible maintenant, si on n'a pas Internet. Donc, à cause de ça, la robustesse de l'Internet est un enjeu majeur. On pourrait renverser le problème. On pourrait dire, plutôt que d'améliorer la robustesse de l'Internet, on pourrait le rendre moins indispensable en rematérialisant un certain nombre de choses. En gros, en général, a priori, je suis pour. Hein. J'ai beau être informaticien, je suis pour, parce que il y a des gens qui n'ont pas envie d'utiliser Internet, pourquoi pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas, pour différentes raisons. Ils sont en zone blanche, ils sont en fait, le numérique, ça leur parle pas, ils y sont pas du tout à l'aise, des choses comme ça. Euh,
Donc c'est tout à fait légitime, et à mon avis, on a tout à fait le droit de vouloir ça. Donc, ceci dit, je pense pas, même si on rematérialisait comme ça beaucoup de choses, et je pense que ce serait une bonne chose, par exemple, pour les services publics, effectivement, en ligne, je suis tout à fait pour que ça soit accessible en ligne, très bien. Je suis pas pour que ça soit accessible que en ligne. C'est ça le gros problème. Les discours triomphalistes de genre, il y avait 500 formalités qui étaient accessibles en ligne, maintenant on en a 1000, c'est un succès. Il faudrait toujours indiquer aussi lesquels étaient accessibles hors ligne et ne le sont plus. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. D'autant plus que souvent, c'est accessible hors ligne en théorie, mais en pratique, ça ne l'est pas. C'est très galère. J'ai lu récemment sur un réseau social un témoignage d'une aveugle qui disait qu'elle ne pouvait pas acheter de billets de train parce que le site de la SNCF n'était pas du tout accessible aux malvoyants, et que quand elle a téléphoné pour demander qu'elle puisse l'acheter par d'autres moyens, on lui disait que ça n'était pas possible parce qu'il y avait des guichets physiques encore dans sa ville. La ville en question était Paris. Donc, éventuellement, il fallait prendre le métro, se retrouver, ce qui n'est pas du tout pratique non plus, et pas très accessible non plus. Donc, il y a des choses qui sont en théorie possibles, mais en fait très galères. On peut comparer ça avec les bureaux de poste qui sont maintenant ouverts que de 10h à 11h et de 15h à 16h à certains endroits, des choses comme ça. En théorie, c'est toujours ouvert. En pratique, ça l'est pas tellement. Oui, Donc, la fracture numérique, elle est à la fois spatiale, temporelle, sociale. oui, elle est aussi dans les compétences des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont largués vis-à-vis du numérique, et ils ont le droit. C'est pas une obligation d'être à l'aise avec le numérique. Ils ont le droit. C'est des citoyens comme les autres, et ils devraient pouvoir interagir avec l'État, même comme ça. D'autant plus que beaucoup de gens qui sont largués avec le numérique quand il s'agit de faire une démarche en ligne, par exemple, c'est pas forcément qu'ils sont bêtes ou ignorants, c'est que pas mal de ces belles interfaces dématérialisées sont vraiment pénibles. Enfin, du point de vue, c'est des fois aussi kafkaïen maintenant que ça l'était à l'époque des guichets avec le fonctionnaire qui vous engueulait en disant ah, il vous manque le formulaire 36B, vous devez aller le chercher au guichet 2A. L'enfer des Cerfa. Mais l'enfer, on l'a aujourd'hui transplanté dans le numérique, avec des interfaces web incompréhensibles, des messages d'erreur qu'on qu'on ne comprend pas, et un chatbot dans un coin qui ne sait que faire des réponses stéréotypées complètement à côté de la plaque. Donc le cas de la maison qui rend fou qu'on a dans un des dessins animés d'Astérix, on l'a transplanté dans le numérique aussi. Donc, donc je suis pour une certaine rematérialisation. Par contre, je ne pense pas que ça soit ni possible ni souhaitable qu'on puisse se retrouver dans un cas où si Internet est en panne, c'est pas grave. C'est quand même super bien Internet. Il y a tas de choses qu'on peut faire avec qu'on pouvait pas faire. Et s'il est en panne, même si on n'a pas tout dématérialisé, s'il est en panne, c'est vraiment embêtant. Et donc la robustesse restera une exigence cruciale. Pour revenir à un élément à nouveau très concret, il y a une expérience de moteur de recherche francophone, hein, qui souffre quand même d'un certain nombre de défauts. Est-ce qu'il faut un Google français, un Facebook français? Est-ce que l'Union européenne serait pas plus pertinente comme échelle dans ce cas-là? Bah, que ça soit au niveau français, au niveau européen, c'est un peu détail, parce qu'il y a eu des projets européens, Quaero, le Google européen qu'avait lancé Chirac il y a quelques années. Aujourd'hui, dans le domaine du DNS, le projet DNS for EU. Donc, c'est pas très important de savoir si c'est fait à Paris ou à Bruxelles. Il y a deux questions plus importantes qu'il faut se poser pour tous ces projets. Alors d'abord, évidemment, c'est une bonne idée, puisque un moteur de recherche, pour prendre simplement l'exemple du moteur de recherche, c'est pas neutre, ça ne peut pas être neutre. Puisque la des principales choses qu'on lui demande, c'est de trier, justement, et d'ordonner. Donc ça ne peut pas être neutre, et ça reflète des valeurs, des opinions, des choix. Et donc c'est pas bien qu'il y en ait qu'un seul, c'est pas bien qu'il y ait un monopole ou un oligopole. C'est un vrai problème de souveraineté au sens large. C'est-à-dire pas juste la France ou l'Europe contre le reste du monde, mais aussi le citoyen par rapport à un outil qui l'oriente, lui donne une vision du monde. Mais ceci dit, si on veut faire autre chose, si on veut faire un Google européen, Google français, il y a quand même deux questions à se poser. L'une, c'est effectivement, est-ce qu'il ne va pas être utilisé comme un jouet
par les politiques locales qui se diront « Ah, enfin, c'est moi maintenant qui vais contrôler ». Par exemple, l'Union européenne a officiellement demandé à Google de déréférencer les officines de propagande poutiniste, RT, Sputnik. Alors, indépendamment de ce qu'on pense de ces services-là, c'est quand même ça donne quand même une idée un peu de ce que ferait l'Union européenne si elle avait un jouet comme ça à sa disposition. C'est-à-dire que il y aurait pas mal d'hommes politiques voudraient un Google français ou un Google européen, pas pour échapper au tri, à la censure, aux règles du Google états-unien, mais pour imposer les leurs. Donc ça ne serait pas forcément un progrès. C'est un peu ce que je disais sur l'OS souverain. C'est, comme on dit, ça serait bien d'avoir un Google français, il dit tout de suite, ouais, oui, d'accord. Maintenant, les détails. Qu'est-ce qu'il va faire exactement de différent et de mieux que le Google états-unien ? Est-ce qu'il va être plus neutre, plus ouvert, plus sympa ? Est-ce qu'il va avoir des valeurs différentes, des choses comme ça ? Et puis, il y a un deuxième problème qui est un peu plus subtil, qui a une sorte de réalisme. Faire un Google français, bâtir un Google aujourd'hui, c'est une tâche colossale. Quant était fichu dès le début. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça représente quelque chose d'énorme. Il s'agit quand même de récolter tout le web, de le stocker. Le web, il bouge tout le temps. Il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup de trucs qui décodent, il y a beaucoup de gens qui essayent activement d'empoisonner le moteur de recherche, de faire passer leurs résultats en premier, des choses comme ça. Donc, c'est une énorme tâche de faire l'équivalent. Il y a des choses qui seraient plus possibles. On en parlera des alternatives un peu plus réalistes, mais dans le cadre des moteurs de recherche, faire un moteur de recherche français ou même européen me paraît largement irréaliste. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, il ne faut pas mener le combat sur le même terrain que l'adversaire. Il faut déplacer le terrain, pivoter, disrupter, pour parler comme la Startup Nation. Donc, le premier problème qu'il faut traiter, à mon avis, c'est ce que j'appelle la dépendance au moteur de recherche. C'est-à-dire que actuellement, il y a un problème d'usage. La plupart des utilisateurs ne savent utiliser Internet que via un moteur de recherche. On voit des tas de gens qui, par exemple, travaillant pour une entreprise, appelons-la Toto, pour aller sur le site web de leur propre entreprise, tapent Toto dans Google. On a plein de gens qui ne savent pas naviguer sans un moteur de recherche. Or, on dispose de tas d'outils pour faire ça sans moteur de recherche, les signets du navigateur, l'autocomplétion des adresses que font tous les navigateurs aujourd'hui, qui fait que quand on regarde souvent un site ou une page, on n'a pas besoin du moteur de recherche pour la retrouver, le navigateur peut le faire localement, les flux de syndication pour suivre ce qui est publié sur un site sur lequel on va pas forcément tous les jours, bien sûr les recommandations des autres, les listes de liens, les choses comme ça. Un moteur de recherche est utile, indispensable pour certains usages très ponctuels, si on cherche une information très précise sur un sujet donné. Mais pour des sujets généraux, si par exemple on veut s'informer sur l'Ukraine, on va pas taper Ukraine dans Google, ça n'a pas de sens. On peut directement les chercher sur Wikipédia. Oui, ça serait sans doute le plus raisonnable, oui, tout à fait. Donc, idem pour la Covid-19 ou pour des tas d'autres choses comme ça. Donc là, il y a un problème qu'on appelle le DEMI, c'est-à-dire éducation, médias et information, qui est vraiment un enjeu essentiel. On parlait de la fracture numérique tout à l'heure. La fracture numérique, c'est pas uniquement les gens qui sont coupés complètement parce qu'ils sont en zone blanche, ou parce qu'un sous-traitant a coupé la fibre de sous-sol de leur immeuble. La fracture numérique, c'est aussi savoir utiliser les outils, mais mal, sans en comprendre les enjeux, sans comprendre les conséquences de ce qu'on fait. Les gens qui se font avoir par du hameçonnage, les gens qui se font avoir par des messages complotistes sur Facebook. Tout cela, c'est des gens qui techniquement savent utiliser Internet et ont un accès Internet, mais ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font et donc se font avoir. Et tout le monde peut se faire avoir. Et tout le monde peut se faire avoir, mais plus ou moins. Il y a des cas quand même plus ou moins extrêmes. Je peux me faire avoir par un hameçonnage bien fait, comme tout le monde, ça c'est sûr. Mais enfin, il y a des gens qui sont quand même particulièrement naïfs dans ce domaine et qui se font avoir plus souvent parce qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, qui vérifient pas les adresses du tout ou qui ne les comprennent pas, donc qui les vérifient de travers. Donc, pour le moteur de recherche, plutôt que d'essayer d'attaquer Google de front, ce qui est une tâche
Enfin, je veux dire, quand l'ennemi est trop fort, on l'attaque pas de front, on rase campagne, ça n'a pas de sens. Il faudrait plutôt attaquer sur les marges en essayant déjà de diminuer la dépendance au moteur de recherche. Ça ne remplacera pas le problème que Google a une place trop importante et trop de pouvoir, mais déjà ça diminuerait le problème. Et c'est souvent ça pour beaucoup de services où on cherche un équivalent français ou un équivalent européen. Il n'y a pas de raison de faire un YouTube français ou européen. La solution, dans ce cas-là, elle est plutôt, et là par contre techniquement elle est possible, c'est la décentralisation. C'est-à-dire que chacun puisse héberger ses vidéos avec des systèmes de communication comme ce que permet le protocole ActivityPub qui est utilisé par exemple par PeerTube. D'ailleurs, encore un logiciel souverain, c'est développé en France encore. Euh, Oui, et puis il y a tout le projet de dégoogliser Internet de Framasoft, hein. Tout à fait. Donc c'est ça la bonne démarche, c'est de ne pas essayer d'attaquer de front, de monter un concurrent de YouTube, par exemple. C'est une tâche colossale. Il faudrait Même Microsoft n'essaye pas, hein. Oui, et puis le succès de YouTube, c'est aussi que tout le monde y vient. Donc il faudrait non seulement avoir quelque chose qui techniquement tienne la route, mais en plus réussir à attirer, à faire partir les gens. Alors, ça, c'est un problème difficile, effectivement. C'est un problème difficile. Il n'y a pas de solution magique. Ça ne va pas se résoudre d'un moment à l'autre. Mais si on parle sérieusement de souveraineté, c'est ça qu'il faut envisager. Parce que pour l'instant, vis-à-vis de YouTube, la seule souveraineté, ça consiste à envoyer des demandes à YouTube. Gentilles ou agressives, les demandes. Mais enfin, en tout cas, à chaque fois, on espère que ce sera YouTube qui le fasse. Par exemple, pour la censure, on sous-traite la censure à une boîte privée et une boîte privée étrangère. C'est pas ça la souveraineté. La souveraineté, c'est justement qu'on soit moins dépendant des décisions de cette boîte. Et après, oui, c'est une longue marche et c'est pas facile. Et puisqu'on citait Framasoft, leur slogan c'est la route est longue, mais la voie est libre. Ouais. C'est un bon résumé de la situation. Parmi les autres expériences que tu as envisagées, est-ce que les projets de cloud français ou européens comme Andromède ou Gaia-X, c'est des choses qui te parlent ou... Andromède, c'est simple, c'était une escroquerie. Vraiment une escroquerie, pure et simple. Il y a des projets qui étaient des projets maladroits, mal conçus, mal gérés. Alors qu'Andromède, c'était beaucoup plus simple, c'était une escroquerie, depuis le début. Puisque quand il a été lancé, il y avait déjà des entreprises françaises qui faisaient du cloud, OVH, Gandhi, mais ils n'étaient pas les seuls, hein, il y en avait d'autres, qui existaient déjà, qui faisaient déjà quelque chose. Et on a voulu faire quelque chose complètement à part, avec des boîtes qui n'en avaient jamais fait avant, qui ont encaissé l'argent et ont arrêté très rapidement ou revendu aux Chinois. Donc là, on est dans le cadre, vraiment de la malhonnêteté pure. C'est différent de projets comme Quant, Kairo, des choses comme ça qui ont été des échecs et en pratique une perte d'argent, mais au moins c'était pas une escroquerie. Il y avait quand même une idée derrière. Donc ça, c'était le premier projet. Alors après, depuis Andromède, il y a eu d'autres projets tournant autour de l'idée de cloud souverain. À chaque fois, il y a des trucs bizarres, hein. Le dernier projet pour Gaia X, je l'ai pas suivi de près, mais tel que j'ai compris, en ce moment, ils en sont simplement envisagé de revendre des solutions des GAFA en marque blanche. Et, oui, je crois aussi. Donc c'est pas de la souveraineté, ça non plus. D'autres projets ont plus ou moins capoté, parce qu'à chaque fois, en plus, on sait pas bien ce qu'on veut dire. Ça veut dire quoi du cloud, et en plus, il y a des tas de fournisseurs d'hébergement en France, c'est pas un problème. Est-ce qu'il y a certains trucs techniques qu'ils n'offrent pas et qu'offrent d'autres? Pourquoi pas? On peut chercher, on peut changer. Mais dans ce cas-là, il faut travailler là-dessus plutôt que d'agiter des grands mots sur trucs souverains. Actuellement, en fait, un des gros problèmes de l'hébergement dans le nuage, c'est pas uniquement la souveraineté, c'est surtout le petit nombre de fournisseurs. En gros, quand le CDN Fastly est en panne, on s'aperçoit qu'il y a des tas de sites web qui marchent plus. Tu peux expliquer ce qu'est un CDN peut-être? Pardon, CDN, Content Distribution Network, c'est un système d'hébergement avec plein de machines un peu partout sur la planète et différentes astuces techniques qui permettent aux navigateurs web de l'utilisateur d'aller chercher sur la machine la plus proche. Et beaucoup de sites web hébergent une bonne partie de leurs ressources sur ces CDN. La plupart du temps, on les voit pas, c'est pas connu. Un CDN, Fastly n'était pas du tout connu avant la grande panne qu'ils ont eu il y a quelques mois, mais quand c'est en panne, là, ça se voit. D'autant plus qu'un site web typique, où on a l'impression que c'est un truc, c'est une totalité, en fait, est composé
à partir de ressources récupérées un peu partout. Si bien que la panne de n'importe quel hébergeur, CDN, service, euh, plante énormément de sites web, mais pas en les plantant complètement, en faisant qu'il y a des trucs qui manquent. On se Mhm. retrouve avec pas d'image ou pas des feuilles de style ou des choses bizarres. Et le vrai problème actuellement, il est plutôt là, il est dans cette concentration extrême qui fait que bon, bah, si le plus gros de ces services, typiquement AWS, si AWS est en panne, ça entraîne des catastrophes un peu partout euh, dans des gens dont les gens des fois n'étaient pas tout à fait conscients, d'autant plus qu'il y a tout un discours marketing qui tend à nous faire oublier cette réalité. Par exemple, on parle d'hébergement serverless, sans serveur, ce Ouais. qui ne veut absolument rien dire, il y a forcément un serveur. Mais le marketing, de même qu'il a réussi à nous faire croire que l'hébergement était dans le nuage, c'est joli, Mhm. c'est loin, c'est poétique. Maintenant, essaye de nous faire croire qu'il n'y a pas de serveur. En fait, il y en Mhm. a, ils sont ailleurs et ils sont gérés par d'autres. Et ça, c'est un problème de souveraineté, pas seulement au sens national, mais au sens des dépendances qu'on a vis-à-vis d'autres acteurs. C'est-à-dire qu'actuellement, la plupart des sites web, que ce soit les entreprises privées, que ce soit des services de l'État, dépendent de tout un tas d'acteurs extérieurs, et quand ils sont en panne, bah, on est bien embêté. On a reçu dans le podcast il y a peu un développeur de chez Matrix, hein, et donc la messagerie décentralisée libre, hein. Et eux, ils ont développé pour la France et bientôt pour l'Allemagne une déclinaison en fait de Matrix et d'Element qui s'appelle CHAP et qui est en fait dédiée au service de l'État. Donc finalement, là, l'État soutient un projet ouvert, tout en incorporant en fait quelque chose qui va pouvoir garder son contrôle. Est-ce que ce serait une forme qui te semblerait acceptable ou propageable, hein? Bah, L'État, c'est comme n'importe quelle organisation, il est tout à fait normal qu'il installe des trucs internes pour son propre usage. Donc en soi, CHAP ne pose pas de problème. C'est une bonne idée, c'est fondé sur un protocole ouvert et sur du logiciel libre. Donc en soi, et CHAP, c'est prévu pour lutter, c'est pas du tout imposé aux citoyens, hein, c'est pour les services de Mhm. l'État qui, comme n'importe quel employeur, peut dire, ben voilà, en interne, on va utiliser tel logiciel. Donc oui, oui, c'est une bonne démarche. Il y a eu quelques petits problèmes de sécurité au lancement, mais bon, ça a été réparé ensuite. Donc oui, je crois que la démarche est la bonne. Il faudrait peut-être après voir à la généraliser parce qu'à côté de un truc comme CHAP ou comme le système d'exploitation qu'avait développé l'ANSSI pour ses propres besoins, Mhm. Clip, qui était à juste titre construit sur des briques logicielles existantes. On n'a pas essayé de tout réinventer, de tout refaire, ce qui aurait été absurde. Euh, mais par contre, à côté de ça, on a le Health Data Hub hébergé chez Microsoft. On a plein de services de l'État qui sont hébergés sur des services d'hébergement étrangers. On a plein d'autres problèmes à côté. Donc il y a pas de la part de l'État actuellement une ligne bien précise là-dessus. Il y a certains côtés où on fait des choses bien, d'autres où on cède complètement. Si des auditeurs veulent suivre un peu tes travaux, ton actualité, voire te contacter, quels sont les meilleurs canaux? Alors, mon site web personnel, c'est www.bortsmeyer.org, quand j'ai le temps, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut m'écrire, stéphane@bortsmeyer.org. Sur les réseaux sociaux, je ne suis pas sur Facebook, pas la peine de m'y chercher. Je suis sur Twitter qui ne vaut pas beaucoup mieux, enfin je suis un peu, mais enfin pas beaucoup mieux, avec le nom Bortsmeyer, et sur un réseau social décentralisé, le fait divers, où là, mon adresse, c'est bortsmeyer@mastodon.gougère.fr, Gougère étant une spécialité de Bourgogne que tout le monde connaît. Mais c'est pas moi qui gère l'instance mastodon.gougère.fr. Je m'y suis retrouvé pour d'autres raisons. Voilà, donc ça donne. Mais sinon, il y a plein d'autres ressources. On a cité Wikipédia tout à l'heure. Voilà un exemple. Ça, pour moi, c'est ça la souveraineté. C'est une encyclopédie faite par ses utilisateurs qui ne dépend pas justement d'un pouvoir particulier. Ça aurait été absurde de faire une encyclopédie française. Ça n'avait pas de sens. Ou de faire des. Ce qui était bien, c'est au contraire une encyclopédie ouverte, libre, où tout le monde peut contribuer. Alors,
pareil, c'est pas un monde de bisounours, hein. Wikipédia, il y a des tas de problèmes, il y a des tas d'histoires. C'est pas parfait parce que c'est fait par des humains et les humains sont imparfaits, mais c'est quand même une des réalisations les plus formidables du web, de très loin. Et c'est le genre de projet qu'il faudrait encourager plutôt qu'une souveraineté du genre on veut une encyclopédie française garantie par les Français et qui aura que le roman national, et puis on parlera de Vercingétorix et de Napoléon uniquement. Il faut au contraire avoir un système ouvert sur le monde. J'en profite d'ailleurs pour signaler un truc qui m'agace à chaque fois et que je corrige à chaque fois quand les gens disent que fr.wikipedia.org c'est le Wikipédia français. Non, c'est le Wikipédia francophone, et révélation pour beaucoup de Français, mais il n'y a pas que les Français qui parlent français. C'est parfait. Merci beaucoup, Stéphane Borsmeyer. Ben merci, et puis c'est un sujet intéressant, cette histoire de souveraineté, parce que derrière, il y a plein d'aspects politiques, de vraies politiques, c'est-à-dire de prendre des décisions en commun, ce qui n'est jamais facile. Voilà, nous espérons que cet épisode vous aura plu. Comme toujours, commentaires, questions, soit par email coucou@lacantine-brest.net, soit sur Twitter avec le handle @handolvraz.